on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de mai et a fortiori le bilan du mois de la fantaisie, puisque évidemment tous les ans à la même période, du 1er au 31 est organisé le mois de la fantaisie, donc qui est un challenge organisé par Steph de la chaîne Piketty Bookin. Et vous connaissez mon amour pour ce genre de littérature, vous connaissez mon amour pour ce challenge que j'attends vraiment tous les ans. C'est le challenge que je ne veux manquer sous aucun prétexte. Donc évidemment cette année j'y ai participé et il a été excellentissime ce mois de la fantaisie. Voilà, j'ai lu 8 livres il me semble pour le mois de la fantaisie. Record battu par rapport à l'année dernière, puisque je me souviens que l'année dernière il avait été très mauvais. J'avais dû lire 2 ou 3 livres, vraiment pas plus. J'avais pas réussi le challenge, mais j'étais pas dans le mood l'année dernière. J'ai pas eu une année très excellente niveau lecture l'année dernière. Mais cette année je me suis plutôt bien rattrapée, puisque ce mois de mai est vraiment génial, puisque j'ai dû lire 17 livres. En moyenne, en comprenant évidemment les romans et les graphiques. Mais comment vous dire que ça ne m'est jamais arrivé? Je crois que mon précédent record, c'est 14. Et ça fait des années que je n'avais pas lu autant. Donc au niveau productif, je sais pas quel carburant j'ai bouffé, mais il a fonctionné du feu de Dieu. Hein. Je me suis enchaîné les livres et les graphiques à une vitesse hallucinante et... ouais, hyper satisfaite de moi pour le coup, niveau quantité. Niveau qualité, j'ai eu de très bonnes lectures, et des déceptions. Mais bon, en ayant lu 17 livres, pour moi, ça reste quand même un très bon bilan. J'ai eu de très bonnes lectures et j'en suis particulièrement satisfaite. Mais je suis également doublement satisfaite puisque pas mal de livres que j'ai lus au mois de mai sont des livres que j'ai achetés au mois de mai. Donc ils sont rentrés dans ma bibliothèque et dans ma palle et ils en sont ressortis aussi secs, sachant que certains d'entre eux ne vont pas être gardés. Je vais les revendre. Je les ai gardés là le temps de les présenter, mais je ne vais pas les garder. Je vais les remettre sur Vinted parce que j'ai pas du tout l'intention de les garder. Donc ils sont rentrés et puis ils sont sortis aussi secs. Voilà, doublement satisfaite pour le coup. Ouais, je suis super contente de moi. Le mois de mai, je me suis en plus challengée pour vlogger tout le mois de mai. C'est un challenge réussi. Donc ouais, vraiment le mois de mai pour le moment, au niveau qualité, au niveau quantité, au niveau challenge, je me suis donnée à fond et pour le moment c'est le meilleur mois de l'année, donc top. Du coup, pour ce bilan du mois de mai, on va la couper en 2 parties. Je vais ne faire qu'une vidéo parce que je ne vais pas avoir le courage de vous en faire 2, je ne vais pas avoir le courage de bien couper le truc. Je vais d'abord vous présenter les livres et graphiques notamment que j'ai lus qui étaient hors du coup bilan du mois de la fantaisie. Et ensuite je vous présenterai les livres que j'ai lus pour le mois de la fantaisie. Mais dans ce bilan pour le mois de la fantaisie, je ne vais pas reprendre les menus, entrée, plat, dessert. Je vais vous les présenter comme ça parce que clairement j'ai la flemme. Clairement j'ai la flemme, je me souviens même plus des livres que j'ai mis dans tel ou tel menu. Je sais les livres que j'ai mis dans le menu, mais je me souviens plus dans quelle partie du menu ils étaient et j'ai juste pas envie de me prendre la tête. Donc je vais vous les présenter comme ça. Je vais simplement vous les présenter comme ça. Vu également que la vidéo risque d'être longue puisque j'ai quand même 17 livres à vous présenter, je vais essayer d'être assez succincte sur la présentation et sur ce que je pense des graphiques et romans que j'ai lus parce que ils ont été présentés dans les vlogs du mois de mai. Tous les livres et graphiques que je vous présente là, pas un seul n'a pas été présenté dans les vlogs du mois de mai, puisque voilà, j'ai vlogué tout le mois de mai et dans les vlogs ils ont été chroniqués, j'ai donné un avis sur ce que moi j'en ai ressenti, ce que j'en ai pensé en long, en large et en travers. Donc pour aller vite je vais être plus succincte et si vous voulez vraiment plus de détails et un avis un petit peu plus précis sur tel ou tel livre, n'hésitez pas à retourner voir mes vlogs du mois de mai parce que là, je peux vous dire que je me lâche au niveau des avis que j'en ai. Hein. Et c'est vraiment là, pour le coup, pour éviter de faire une vidéo trop longue, pour essayer de la faire assez courte et qu'elle ne dure pas 1 heure. Parce que là, vu ce que j'avais à vous présenter, c'est assez énorme. Et comme j'ai plutôt une diarrhée verbale, ça risque d'être très long. Voilà. Bref, on ne s'attarde plus et on commence tout de suite. Je commence du coup par les graphiques. Le premier que je vous présente, il s'agit de I'm Sorry de Akaze aux éditions Taifu Comics il me semble, non, aux éditions je ne sais plus. Si c'est ça, aux éditions Taifu Comics, pardon. Donc c'est un boys love et celui-ci m'intriguait beaucoup dans le sens où on va parler d'un jeune homme qui va étudier à l'université de Tokyo. Donc il quitte sa campagne, donc il s'appelle Kentaro
Et il est naïf Kentaro, donc il va quitter sa campagne pour aller étudier à Tokyo en ayant des rêves plein la tête, en se disant je vais travailler mais je vais me faire plein d'amis, ça va être génial. Et ce thème me paraissait hyper intéressant puisque on va suivre une déchéance et un jeune homme qui va voir ses rêves s'effondrer, et je trouvais le thème hyper cool, sauf que j'ai été extrêmement déçue. Voilà, j'ai été extrêmement déçue de ce manga. Kentaro va se faire pigeonner et va perdre tout son argent. Il va pas réussir à trouver de travail, il va beaucoup changer. Mais à ce stade, Kentaro n'est pas juste naïf à mon sens, il est stupide. C'est un gros crétin. Le mec qui ne réfléchit pas, c'est un gamin qui ne réfléchit pas, qui ne se pose aucune question, qui se laisse manipuler par A plus B, qui tombe dans les pièges mais les uns après les autres, et après 6 mois de cette déchéance, il comprend toujours rien. Il comprend rien, il continue de se faire manipuler mais avec une facilité déconcertante, il n'apprend rien et je trouve ça mais complètement aberrant et absolument pas crédible. Voilà, et la romance qui va en suivre derrière pour moi n'est pas crédible du tout parce qu'elle arrive extrêmement tard. Elle avance extrêmement vite et c'est juste un prétexte. Selon moi, c'est juste un prétexte. Donc voilà, je n'ai pas du tout aimé ce manga et j'en suis extrêmement déçue d'ailleurs, je ne vais pas le garder, je vais le revendre aussi sec. Je continue du coup par les 2 premiers tomes de DSP Romeo d'Asia Watanabe aux éditions toujours Taifu Comics dans leur collection Boys Love, et encore une fois, c'est une lecture qui est extrêmement mitigée pour moi. Avec le recul, je pense que je ne vais pas continuer ce manga parce que j'ai beaucoup de mangas en cours qui sont en attente, qui m'intéressent beaucoup plus, et comme je suis très mitigée avec celui-ci, je me dis que ça sert à rien de continuer, surtout que c'est un manga qui est en cours, le 3e tome est sorti, mais ça fait des années que le 4e tome est en attente, et j'ai pas envie d'attendre à chaque fois des années pour avoir la suite d'un manga, donc je pense que je vais pas le continuer sincèrement parce que je suis extrêmement mitigée pour ce manga. Bref, du coup ici on est dans un univers de fantasy où se côtoient les licans et les humains, sachant que les licans ont été conçus par les humains, en fait ce sont des êtres humains modifiés génétiquement, et les licans font partie d'une espèce de structure armée qui sont là pour protéger les villes dans lesquelles ils sont mutés, donc des créatures qui peuvent être extrêmement dangereuses pour les licans. Les licans ont la particularité d'avoir des chaleurs, d'avoir des comportements animaux et y avoir parfois également sur certaines conditions des attributs animaux, donc notamment des félins, puisqu'ici on parle surtout de félins, et donc on va suivre Koyo qui est capitaine d'une petite équipe qui protège l'une des villes où ils sont mutés. Koyo, pendant ses chaleurs, ne désire qu'une chose, avoir comme partenaire un de ses subordonnés, Jade, pour lequel il a un crush absolument énorme, sauf que Jade refuse systématiquement d'avoir des rapports avec lui, pour une raison qu'on apprend surtout dans le 2e tome, qui s'est passé des années plus tôt, et depuis, Jade refuse d'avoir des relations intimes avec Koyo. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Alors, je suis très mitigée parce que autant j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le développement que l'autrice fait des personnages, surtout dans le 2e tome. Malheureusement, tout ce qui entoure ces personnages, pour moi, ne fonctionne pas, ne matche pas. L'univers est très mal développé, l'univers est très peu explicité, l'univers reste très flou, il se passe des choses qui, pour moi, ne sont pas cohérentes, que je ne comprends pas, parce que je ne sais pas expliquer, je ne vois pas l'intérêt, en fait, de faire telle chose ou telle chose, sans explication, qui, pour moi, n'ont aucun intérêt, et qui, pour moi, malheureusement, ne sont pas compréhensibles. Juste un exemple très rapide, pendant les combats, ils ont la capacité, les licans, de boire le sang de leur partenaire pour augmenter leur force. Et en augmentant leur force, ils ont leur attribut animal qui ressortent, une queue, des oreilles, des griffes. Pourquoi? C'est une question à laquelle on n'a aucune réponse. En fait, ils boivent du sang pour devenir plus forts. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Je trouve ça extrêmement dommage. Et il y a plein de petites choses comme ça qui, moi, m'ont fait chier, qui, moi, m'ont coupé la chic. Voilà. C'est dommage parce que graphiquement, il est très beau. C'est dommage parce que les personnages, on sent qu'il va y avoir un développement des personnages. C'est déjà peu à peu développé, mais tout ce qui concerne l'univers qui entoure ces personnages, pour moi, est très mal explicité, et du coup, je suis extrêmement mitigée pour ce manga. Voilà.
J'ai également lu en graphique les 3 premiers tomes de Laisse-moi te détester de Hijiki, toujours aux éditions Taifu Comics dans leur collection. Encore une fois, Boys Love, oui parce que en mai je n'ai lu que du Boys Love en manga. Donc ici on est dans l'Omégaverse avec des hommes et des femmes qui sont catégorisés en 3 catégories. Donc les Omégas qui ont la capacité de porter des enfants, donc ils dégagent des phéromones. Donc que ce soit des hommes ou des femmes, ils sont plus fragiles et ont tendance à être soumis à des alphas qui également ont tendance à dégager des phéromones. Donc les alphas et les omégas sont attirés les uns envers les autres, que ce soit des hommes ou des femmes. Et au milieu, il y a les omégas qui sont des personnes comme vous et moi. C'est un peu ça l'omégaverse. Donc ici, on suit ce jeune homme qui s'appelle Naoto, qui est un oméga et qui est un jeune papa célibataire de 21 ans et qui finit par trouver un boulot après un nombre incalculable de refus. Et dans ce boulot, il est donc homme d'entretien dans un lycée et un jour il va rencontrer un jeune homme de 17 ans, un alpha qui va tomber fou amoureux de lui et qui, dès le premier regard, va lui dire « tu es mon âme sœur, tu es mon partenaire, devenons amants, devenons partenaires ». Je m'arrête là pour résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Franchement, j'adore ce manga, j'adore ce manga. Elliot, je le conseille pas à tout le monde, il y a des scènes assez spicy, on va pas se mentir, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un manga qui, au fur et à mesure des tomes, prend vraiment en maturité. On a vraiment un développement des personnages de l'univers que j'aime énormément. Les personnages prennent en maturité. Le premier tome pour moi est le moins bon, mais alors plus ça va, mieux c'est, puisqu'au début on va parler d'une relation amoureuse et plus ça va aller, plus on va parler de relations familiales. Parce que évidemment Naoto et Azuki vont finalement, c'est de la romance, se mettre ensemble et fonder une famille, et on va aborder plein de thèmes vis-à-vis de ça, avec les différences, le statut social, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, l'amour filial, l'amour d'un beau-père vis-à-vis de ses enfants, d'un père de ses enfants. Voilà. J'aime énormément les thèmes qui sont abordés. Bref, pépite. Autre manga que j'ai adoré, il s'agit de cette première série donc de Yokusei Classmate, donc jusqu'au tome 3, et c'est de Azumiko Nakamura, et ici c'est dans la collection Anna, et c'est encore une fois un boys love qui est accessible à tout le monde puisqu'il n'y a rien de hot dans ce manga. C'est un manga tout en délicatesse avec un trait très fin, très délicat, très croqué plutôt que très précis, mais c'était d'une beauté absolue. Donc ici on suit 2 jeunes hommes qui sont dans la même classe, dans le même lycée, qui n'ont rien en commun, qui ne se côtoient pas, et un jour il va y avoir un récital. Et dans ce récital, l'un des jeunes hommes va se rendre compte que son voisin ne chante pas et sur un coup de tête va lui proposer de l'entraîner pour le récital. Je m'arrête là pour le résumer, et à partir de là, on va avoir une relation qui peu à peu va se développer entre les 2 personnages, et dans ces 3 premiers tomes, on les suit tout le long de leur scolarité au lycée, donc de la 2e année jusqu'à leur diplôme, et je trouve que c'est d'une beauté absolue. C'est hyper mignon, c'est hyper doux, il y a des thèmes qui sont développés, qui sont les questions qu'on peut se poser pendant notre première relation avec l'amour avec un grand A. La seule chose qui moi m'a fait tiquer, c'est qu'il y a un professeur qui a un crush pour Rito, donc ce jeune homme. Au début du manga, il a 16 ou 17 ans, et le professeur en a 35. C'est la seule chose qui m'a perturbée, mais la mangaka va pas trop développer cette partie-là, et elle va développer un personnage adulte qui est quand même très mature, qui va pas forcer un jeune homme de 17 ans, qui a l'intention d'attendre que ce jeune homme soit adulte avant d'essayer de le charmer, et va se rendre compte que c'est trop tard puisqu'il a quelqu'un d'autre, et ne va donc pas insister sur cette relation, sur ce crush qu'il avait. Et voilà, bref, malgré ça, j'ai trouvé que c'était un très très bon manga, j'ai adoré, la relation qui se développe est trop mignonne, et c'est hyper délicat au niveau du trait, j'adore. Le seul roman que j'ai lu qui n'était pas consacré au mois de la fantasy, c'est cette romance, il s'agit de Target d'Alba River aux éditions Hugo Poche. Donc ici on suit Lily, qui est une jeune femme droguée, qui est la petite amie d'un certain Vadim, qui est un mafieux, assassin, revendeur de drogue, trafiquant, revendeur d'armes, tout ce que vous voulez. C'est un salaud, et ça fait des années qu'elle est sous sa coupe, jusqu'au jour où, suite à un raid, elle va être sauvée, entre guillemets, par un homme du raid qui va
se rendre compte qu'elle est fragile et qu'elle a besoin d'aide et qu'elle n'ose pas le demander parce qu'elle est terrifiée. Et à partir de là, voilà, il va se passer pas mal de choses, une relation va se développer. Je m'arrête là pour le résumer. Alors, c'est un premier roman, c'était pas mal, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que le personnage de Lily était très bien fait. C'est vraiment un personnage qui est assez complexe, qui est très crédible dans cet univers. Elle subit des choses assez ignobles, elle essaie de s'en sortir, c'est très compliqué. J'ai beaucoup aimé également Aaron, qui lui est vraiment le type qu'on voit beaucoup dans les romances, le mâle alpha, hyper protecteur, hyper gentil, hyper à l'écoute. Voilà, j'ai bien aimé dans l'ensemble, mais j'ai trouvé malgré tout que ça traînait un petit peu en longueur sur la fin. J'ai trouvé également que Lily, sur le long, elle pleurait beaucoup, elle pleurait à tous les chapitres. À un moment, elle m'a gonflée. Et j'ai bien aimé la romance sans plus, parce que la romance commence à un moment où il y a une espèce de bascule qui se met en place, et c'est à peu près à la moitié du roman. Et cette bascule, je ne l'ai pas compris, ça fait ça fait un peu un virage à 180 degrés. Et voilà, c'est ce qui m'a un petit peu perturbée. Malgré tout, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. La lecture est sympa, la plume est très agréable, très fluide. Et pour un premier roman, franchement, c'était plutôt chouette. Passons au mois de la fantaisie. Je vous les présente comme je vous ai dit, comme ils viennent. On va pas parler de menu. Je vais juste vous dire ceux qui faisaient déjà partie du menu ou pas. Et après, voilà. En tout cas, sachez que c'est tous des livres qui rentrent dans le menu de 2023. Bref, le premier que je vous présente est une grosse déception. Il s'agit du premier tome de la trilogie de l'âge des ténèbres, donc de Stéphane Ariane, donc ici Mage de guerre, publié chez Milady. Donc ici on suit deux personnages qui sont Balfrus qui est un mage de guerre et Vargus qui est un soldat, qui tous les deux vont se porter volontaires pour une guerre qui va avoir lieu entre le royaume de Seveldrum et un autre royaume où le roi est juste un taré psychotique, littéralement, puisque lui, il mélange la religion et l'État, c'est deux choses qui travaillent ensemble, un peu comme certains pays, et il ne comprend pas que Seveldrum a séparé la religion, les croyances de l'État, voilà, c'est comme en France, c'est séparé, et il décide que ce sont des hérétiques, et il veut les attaquer, et je m'arrête là pour résumer, vous n'avez pas du tout besoin d'en savoir plus. Je suis très déçue, voilà, je suis très déçue, je l'ai terminé, mais je vous avoue qu'il était temps que je le termine. Alors ici, j'ai eu un problème parce que j'avais pas capté qu'il y avait deux personnages au départ, qu'il y avait un soldat et un mage. Alors je suis désolée pour la poussière, mais j'ai ouvert les fenêtres parce qu'il fait chaud, il y a des courants d'air, donc la poussière qui reste, elle vole. Voilà, bref, du coup, j'avais pas compris qu'il y avait deux personnages, et il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'il y avait deux personnages. Sauf qu'il m'a fallu un certain temps parce que les personnages se ressemblent beaucoup au niveau caractère, au niveau façon de fonctionner. Donc je comprenais pas en fait les deux personnages, surtout qu'ils ont des prénoms qui se ressemblent beaucoup. Balfrus et Vargus. Voilà, ça ressemble beaucoup. Et moi au début je pensais que c'était un surnom qu'on donnait, mais non, il a fallu un certain temps. Et voilà, et du coup ça m'a perturbée. Ensuite j'ai trouvé que l'histoire elle avait rien de folichon, j'ai pas été emportée, j'ai pas ressenti de tension. Et les seules choses qui m'ont plu, c'est la princesse qui travaille dans l'ombre, si vous voulez, pour essayer de renverser la façon dont ils sont vus dans les autres pays, et qui a tout un réseau d'espions qui vont fomenter en fait dans le dos des royaumes voisins pour trouver un avantage à la guerre, pour qu'ils puissent gagner la guerre, évidemment. Et ici on est dans le classique méchant contre gentil, on n'a pas d'ambivalence, c'est les méchants contre les gentils, et donc le royaume de Seveldrum est un royaume de gentils, voilà. Bref, je suis très déçue, donc c'est pas une saga que je vais continuer. Parlons d'une autre déception et d'un abandon, il s'agit du Trône des Sept Îles, un roman que je voulais tellement aimer et qui a été une grosse déception. J'ai dû l'abandonner à 150 pages à peu près, donc ouais, un peu plus de 150 pages parce que j'ai pas réussi vraiment à avancer. Voilà, j'ai pas aimé les personnages notamment, et c'est ce qui m'a fait littéralement lâcher le roman. Je savais qu'il y en avait qui adoraient, d'autres qui n'avaient pas aimé, et moi je fais partie finalement de ceux qui ont détesté, notamment le personnage d'Amora que je trouve mais imbuvable. Elle est prétentieuse,
arrogante, elle se croit supérieure à tous les autres parce que madame est princesse héritière, sauf qu'elle oublie qu'elle a été littéralement déchue, donc elle n'est plus princesse héritière. Elle ordonne, tous les autres doivent lui obéir, et puis ferme ta gueule, excuse-moi de l'expression, c'est ça. Et les deux autres personnages qui sont censés former un petit peu un triangle amoureux, entre Bastien qui est un énormissime cliché, et Féric qui est là juste pour servir de faire valoir le personnage qu'on peut maltraiter parce qu'il fait bêtise sur bêtise, et qu'on peut donc traiter comme de la merde, merci, mais non merci. Et du coup, les personnages me tapaient tellement sur le système, surtout Amora, que l'histoire en fait ne me hypait pas suffisamment pour que je continue. Voilà. Du coup, j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que voilà, ça ne le faisait pas, et tant pis, malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Une lecture que j'ai bien aimée, il s'agit du coup de La Loi du Sanctuaire d'Élodie Bouchet aux éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. Alors, c'est un one-shot, donc c'est très bien. Une fois qu'on a terminé, on passe à autre chose. On ne s'attarde pas sur une saga, on commence pas encore une millième saga et c'est plutôt cool. Donc ici, on suit une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus comment, Eline, qui est une novice ou une disciple du temple dans la ville de Sarano, donc qui est une disciple des oracles, puisqu'ici il y a des oracles qui sont capables de plus ou moins définir l'avenir. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Darrell, qui lui est un dragonnier, et tous les deux, suite à une chose qu'elle va découvrir, vont travailler ensemble pour essayer de sauver la jeune fille et pour essayer évidemment de sauver la ville de Serrano et tous les alentours. On m'arrête là pour résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Alors, je l'ai lu au tout début du mois de mai et du coup j'ai un petit peu oublié en fait, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu oublié et pourtant j'avais beaucoup aimé cette lecture. J'ai bien aimé les personnages, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça avance très très vite, il se passe pas mal de choses, l'univers est plutôt bien foutu, même si évidemment en un seul tome on peut pas trop développer, on développe pas vraiment l'univers, on développe plus l'intrigue, on développe plus les personnages, mais franchement ça se lit vite, ça se lit bien, c'est hyper fluide, on n'a pas le temps de s'ennuyer, les personnages sont très très sympathiques, je trouve que Darrell est loin des clichés habituels, c'est un jeune homme plein d'honneur, c'est un jeune homme qui a quand même un poids sur ses épaules à porter, et pourtant c'est un jeune homme hyper serviable et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Eline, c'est pareil, c'est une jeune femme qui a tellement envie d'être indépendante, qui a tellement envie de pouvoir s'affirmer en tant que femme et de ne pas être sous la coupe d'une autre personne. Vraiment, j'ai adoré. La relation des personnages également se met en place assez doucement, elle est assez crédible, mais elle prend pas le pas sur l'intrigue et j'ai trouvé que c'était plutôt cool d'avoir un bon équilibre entre la romance qui est assez en retrait mais qui est présente et l'intrigue qui est plutôt bien foutue avec plein de rebondissements. Bref, une lecture très sympathique. Une lecture indispensable que j'ai aimée, qui n'entrait pas finalement après coup dans vraiment le mois de la fantaisie, puisque c'est plus de la science-fiction, mais c'est pas grave. Il s'agit du deuxième tome, donc une prière pour les Cimetières, qui est la suite directe d'un psaume pour les recyclés sauvages. Et encore une fois, j'ai adoré cette lecture, c'est court, ça se lit vite, c'est du Becky Chambers, on passe un très très bon moment. Donc ici, on reprend directement après la fin du premier tome entre donc notre frère Dex et notre robot Omphale, qui vont découvrir du coup plein d'autres personnages et à force de rencontres vont poser également plein de questions, il va y avoir plein de réflexions, plein de questionnements hyper intéressants sur la vie, sur comment se réparer, est-ce qu'il faut qu'Omphale se répare avec de nouveaux objets ou est-ce qu'il faut qu'il recycle ces objets, puisque les robots aujourd'hui ont décidé qu'une fois qu'ils sont trop vieux et qu'on ne peut plus vraiment les réparer, eh bien, ils décident à un moment d'arrêter, en fait, de s'éteindre comme n'importe quel être vivant. Et donc, ils récupèrent les pièces détachées de ces robots qui s'éteignent pour réparer les autres ou en créer d'autres. Voilà. Bref, c'était trop bien, c'est hyper bienveillant, c'est hyper bien foutu, c'est hyper doux, avec plein de réflexions hyper intéressantes, des personnages hyper attachants, une amitié mais tellement belle entre Omphale et Dex, qui ne sont pourtant pas toujours d'accord entre eux, et franchement, lisez du Becky Chambers parce que ce sont des pépites en fait, les livres de Becky Chambers. Une lecture sympathique avec le premier tome de Enquête de la brigade mythologique, donc Luxure
Et autre addiction de T.J. Nichols, ici on est dans de la Beat-Lit, dans un univers où l'univers des failles s'est effondré sur l'univers des humains et depuis ils doivent vivre en communauté, sauf que ça se passe pas très bien, dans certains pays c'est encore pire que d'autres, ça se passe très mal en Afrique, ça se passe plutôt bien en Europe, aux États-Unis c'est pas trop bien le cas, hein, c'est vraiment très voilà, et donc les humains et les failles, donc on appelle les mythos, vont décider de former une équipe ensemble, donc une brigade. Donc il va y avoir un dragon mineur et un jeune homme qui vont travailler ensemble. Autant vous dire qu'au départ ça se passe pas très bien, surtout que notre humain est drogué, hein, littéralement, et qu'en plus de ça, des satyres se font littéralement tuer. Et voilà, c'était pas mal. Je trouve que le premier tome est très long à démarrer puisque l'intrigue démarre au milieu du premier tome, sachant qu'il est très petit, donc c'est un petit peu dommage. J'ai bien aimé, les personnages sont assez sympas, il y a une relation qui se met tout doucement en place, donc il y a du slow burn que j'ai bien aimé parce que je trouve que c'était très crédible par rapport à l'intrigue, par rapport aux personnages et par rapport à l'univers que l'autrice développe, ou l'auteur, parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Bref, c'était sympa, je dirais la suite avec plaisir, voilà. J'ai pas gros chose à en dire de plus, un petit peu long à démarrer, mais un univers qui a l'air plutôt chouette, des personnages qui sont très sympathiques, bref, une lecture sympathique. J'ai également lu ce one-shot qui fut un vrai petit coup de cœur, donc il s'agit de La fiancée du dieu de la mer de Axio aux éditions Lumen. Donc ici on est dans un univers de réécriture de contes, on y suit une jeune femme qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, comment s'appelle-t-elle, Mina, qui est une jeune fille dans un village de pêcheurs, qui a deux grands frères. L'un de ses grands frères est censé se marier avec sa fiancée, sauf que sa fiancée a été choisie pour être sacrifiée au dieu de la mer, un sacrifice qui a lieu tous les ans pour calmer le dieu de la mer, qui est furieux et qui fait des tempêtes tout le temps. Tous les ans, il y a tout qui est détruit, il y a tout qui est réduit en cendres, les sécheresses, tout ça. Sauf que Mina refuse de voir son frère brisé par le sacrifice de sa fiancée et du coup se sacrifie à la place de cette jeune femme et à partir de là va vivre une aventure assez dingue pour essayer de sauver le dieu de la mer. Et franchement, c'était mais hyper bien, j'ai adoré cette lecture, on a vraiment un petit peu un univers à la Chihiro, à l'univers un peu à la Miyazaki, avec ce côté vraiment esprit, vraiment j'ai adoré, les personnages sont hyper intéressants, ils sont hyper attachants, on n'a pas le temps de s'ennuyer, Mina découvre un monde mais complètement dingue, ouais franchement j'ai adoré, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a pas mal de rebondissements, on découvre également des créatures différentes, on découvre une mythologie différente, une réécriture de contes qui est en plus extrêmement bien faite, c'est hyper fluide, le personnage de Mina est un personnage que j'ai adoré, qui est fort et pourtant qui a des faiblesses, les autres personnages qui l'entourent ne sont pas parfaits également, mais sont hyper intéressants, on découvre des esprits, des divinités, et franchement, j'ai adoré cette lecture, c'est un vrai coup de cœur. Au mois de mai, j'ai également terminé deux sagas. Le premier, c'est celui-ci, donc le deuxième tome de La Vengeance des Ténèbres, donc ici La Revanche des Ténèbres de Tarassim aux éditions Bayard. Donc ici, on retrouve nos personnages pratiquement à la suite du premier tome. Ils se retrouvent dans une autre île et ce qui s'est passé au premier tome n'est pas réglé, donc ils doivent absolument régler ce qui se passe au premier tome avec cette maladie, ces meurtres, tout ça. Et ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai eu un peu de mal avec la première partie, je trouvais qu'elle était très longue cette première partie, je n'ai pas retrouvé l'ambiance que j'avais vue dans le premier tome et qui m'avait tellement plu, autant je trouve que les personnages sont toujours aussi intéressants, même s'ils font 2 pas en avant, 3 pas en arrière, c'est très long cette première partie, il n'y a aucun indice qui les emmène vraiment quelque part, c'est toujours des voies sans issue, donc ils tournent en rond, c'est désagréable au bout d'un moment, c'est long, il était temps que ça bouge, et la deuxième partie était bien meilleure puisqu'on les retrouve de nouveau à Moray. Donc là j'ai retrouvé évidemment l'ambiance que j'avais vue dans le premier tome, des personnages qui étaient également dans le premier tome. J'ai adoré la seconde partie, j'ai trouvé que la fin était parfaite par rapport à cet univers, par rapport aux personnages qui sont vraiment des personnages qui ont une vie assez difficile, un passé compliqué et qui doivent faire avec ce passé, qui décident de se reconstruire en partant sur de meilleures bases, mais qui n'oublient pas ce qui s'est passé dans leur vie précédente, entre guillemets.
Et c'est une fin qui n'est pas du genre conte de fées où tout le monde se marie, enfin ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. On n'est pas du tout dans ce délire. Je trouve que la fin était parfaite. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé du coup que la première partie, malheureusement, était un petit peu longue par rapport à la deuxième et c'est un peu dommage. J'ai également terminé la saga de Fables, donc ici La Mer sans nom d'Adrienne Young aux éditions toujours Rajo. J'ai un petit peu abîmé la jaquette. J'ai encore adoré cette lecture. J'avais adoré le premier tome, j'ai adoré le deuxième tome. Encore une fois, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ici, on a pas mal de révélations, encore pas mal de rebondissements, des choses qui se passent, quelques petites choses qui m'ont surprise. Pas tout, mais certaines choses m'ont pas mal surprise. Dans l'ensemble, j'ai adoré. Dans l'ensemble, j'ai adoré. On a des personnages qui se développent encore. On a Fable qui apprend des choses sur Wes, Wes qui apprend des choses sur Fable. On a des personnages qui sont hyper bien développés, qui sont hyper bien foutus, qui sont ni blancs ni noirs, qui sont gris, qui ont des passifs, qui ont une vie pas forcément la meilleure vie qui soit. On a des personnages qui sont forts. On a Fable qui se retrouve à apprendre des trucs sur elle-même et qui doit faire avec, qui doit se dépatouiller avec. Il y a vraiment une espèce d'intrigue complot qui est hyper bien foutue. C'est haletant, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les pages, mais elles se tournent toutes seules parce qu'on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Il se passe toujours quelque chose, tout le temps, jusqu'à la fin. C'était trop bien. J'ai adoré cette lecture. J'ai adoré cette duologie qui a été une très très bonne duologie. J'avais un peu peur avant de la commencer et finalement, j'ai pris mon pied. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer d'aller vite puisque là, il n'y a plus beaucoup de batterie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans ou des mangas, si vous les avez aimés ou non. N'hésitez pas avec les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Avec un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne également. Et moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye!